Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Télé Liban. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a entamé une visite officielle au Liban, marquant son premier déplacement à Beyrouth depuis 2017. Cette visite intervient dans un contexte de discussion sensible sur les désarmements des camps de réfugiés palestiniens. Les camps a figuré parmi les sujets à l'ordre du jour de cette visite. Le communiqué conjoint des présidents Aoun et Abbas a souligné la volonté des relations bilatérales et la volonté commune de renforcer la coopération. Ils ont insisté sur la nécessité d'une paix globale dans la région, seule garantie de l'établissement d'un État palestinien indépendant, et ont condamné fermement l'agression israélienne contre Gaza. Ils ont appelé la communauté internationale à agir pour mettre un terme à l'offensive israélienne et sollicité l'intervention de l'ONU à cette fin. Le communiqué a dénoncé les attaques israéliennes continues contre le Liban et demandé à la France et aux États-Unis de faire pression sur Israël afin qu'il respecte l'accord de cessez-le-feu de novembre. Un règlement juste de la question palestinienne est considéré comme condition essentielle au retour des réfugiés palestiniens chez eux. Le communiqué a évoqué aussi la création d'une commission mixte chargée de suivre la situation des Palestiniens au Liban dans le respect des lois libanaises. Depuis Doha, un message fort. Lors du Forum économique du Qatar, l'émissaire américaine pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a déclaré que le Fonds monétaire international n'était pas la seule voie pour sauver le Liban. Selon elle, une alternative existe. Transformer le Liban en terre d'investissement, capable d'attirer les capitaux. Morgan Ortagus a affirmé « Le Liban peut se relever sans le FMI s'il lance les réformes nécessaires et restaure la confiance ». Un discours qui rejoint celui de plusieurs économistes opposés aux conditions strictes imposées par le FMI, qu'ils jugent dangereuses pour l'identité économique du pays. Nouvelle frappe israélienne au sud du Liban. Une frappe de drone israélien a visé un véhicule dans la localité de Yater à Bent Jbel, faisant au moins un mort. Un autre drone israélien avait aussi visé un véhicule à Ain Baal, dans la région de Tyr. Un membre présumé du Hezbollah est décédé dans ce raid. La veille, 9 personnes avaient été blessées dans une attaque similaire. Israël affirme avoir éliminé un commandant local du Hezbollah. Beyrouth appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour cesser les attaques et se retirer des 5 positions militaires maintenues dans le sud du Liban. Un accord rare dans un contexte de guerre. Les Émirats arabes unis ont conclu avec Israël un accord visant à faire parvenir une aide humanitaire urgente à la bande de Gaza, plongée dans une crise sans précédent. L'annonce a été faite par l'agence de presse officielle émirati WAM. 15 000 civils recevront une première aide alimentaire dans le cadre de cette initiative. L'aide comprendra de la farine pour les boulangeries, des articles pour nourrissons et des produits de première nécessité. Les Émirats assurent qu'un approvisionnement régulier sera mis en place pour répondre aux besoins persistants. C'est à la issue d'un appel entre le chef de la diplomatie émirati et son homologue israélien que cet accord a été conclu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reconnaît la pression internationale croissante. Il a admis qu'Israël devait empêcher une famine, citant des raisons diplomatiques. Depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, la guerre a coûté la vie à plus de 53 000 personnes à Gaza, selon des chiffres du Hamas jugés crédibles par l'ONU. 1218 personnes sont mortes côté israélien. Dans un contexte de blocus, de famine et d'offensive militaire, cette initiative conjointe Émirats-Israël pourrait constituer un rare souffle d'espoir humanitaire. Mais la situation reste critique et les besoins immenses. Dans ce contexte à Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. L'ONG Médecins sans frontières lance un cri d'alarme et accuse Israël de n'autoriser qu'une aide ridiculement insuffisante, décrite comme un écran de fumée.
Dans un communiqué transmis depuis Khan Younes, Médecins sans frontières dénonce un plan d'aide détourné de son but humanitaire pour servir les objectifs militaires israéliens. MSF estime que 100 camions par jour dans une zone où plus de 2 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire, ce n'est pas de l'aide, c'est une illusion. Depuis lundi, Israël affirme autoriser l'entrée d'une centaine de camions par jour à Gaza. MSF affirme que cela reste largement insuffisant pour éviter une famine que le gouvernement israélien chercherait à masquer. MSF alerte aussi sur les frappes qui continuent de viser les zones médicales. L'hôpital Nasser, déjà touché à 2 reprises, a été de nouveau frappé. À cela s'ajoutent les ordres d'évacuation massifs, plus de 138 000 personnes déplacées en 5 jours, contraintes de fuir vers des zones déjà saturées comme Al-Mawasi. Privée de soins, de nourriture et de sécurité, la population de Gaza vit une crise humanitaire que les ONG décrivent comme sans précédent. MSF, sur le terrain, dénonce un système qui empêche désormais de soigner et de survivre. Le président Donald Trump a relevé son nouveau projet phare en matière de défense, la construction d'un système antimissile révolutionnaire baptisé le Dôme d'Or. Inspiré du célèbre dôme de fer israélien, ce système entend aller encore plus loin, intercepter des missiles ou qu'ils soient lancés sur la planète et même depuis l'espace. Donald Trump a affirmé « C'est vital pour la réussite et même pour la survie de notre pays. D'ici à la fin de son mandat, le Dôme d'Or devrait être opérationnel. Coût estimé 175 milliards de dollars, une somme faramineuse, mais bien en deçà de certaines estimations du Congrès qui évoquent jusqu'à 542 milliards sur 20 ans pour un système spatial complet. L'idée s'inspire directement du système israélien en service depuis 2011, qui affiche un taux d'interception de 90% contre les roquettes et drones. Les États-Unis, partenaires historiques du programme, souhaitent aujourd'hui l'adapter à des menaces à très longue portée, mais l'annonce ne fait pas l'unanimité. La Russie et la Chine dénoncent un retour à une logique de guerre des étoiles, évoquant les grandes tensions de la guerre froide. Pékin et Moscou modernisent eux aussi leurs arsenaux, dans un contexte mondial de plus en plus instable, où drones, missiles hypersoniques et menaces balistiques prolifèrent. Les États-Unis veulent renforcer leurs boucliers. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, récemment déclarée entièrement reprise par l'armée russe. La région infiltrée par les forces ukrainiennes depuis août 2024 est désormais, selon Moscou, totalement libérée, notamment grâce au soutien de combattants nord-coréens, une reconnaissance officielle inédite. Souriant et détendu, Vladimir Poutine a rencontré des bénévoles et responsables locaux. Il s'est entretenu avec le gouverneur par intérim Alexandre Khinstein, qui l'a informé de la situation sur le terrain. Ce dernier a affirmé « Le déminage actif continue ». Des dizaines d'engins explosifs sont neutralisés chaque jour. Khinstein a aussi proposé la création d'un musée pour commémorer les événements de 2024-2025 dans la région, proposition saluée par le président russe qui évoque un devoir de mémoire envers les soldats et la population locale. Le chef du Kremlin a également visité la centrale nucléaire de Koursk et le chantier de Koursk 2, un projet énergétique majeur pour la région. Vladimir Poutine était déjà venu à Koursk en mars dernier, alors que des poches ukrainiennes y étaient encore actives. 2 mois plus tard, Moscou affirme avoir restauré le contrôle total, un message politique fort en pleine recomposition des lignes de front. Et en note finale, une expédition scientifique norvégienne vient de réaliser une première mondiale, des biopsies de graisse sur des ours polaires vivants pour mieux comprendre l'impact des pollutions sur leur organisme. Depuis un hélicoptère, le vétérinaire Rolf Arnolden endort l'animal à l'aide d'une fléchette. Une fois au sol, les scientifiques agissent rapidement. Prélèvement de graisse, prise de sang et pose de collier GPS. La graisse prélevée est ensuite conservée vivante quelques jours sur le bateau. Elle est exposée à des polluants et à des hormones de stress avant d'être congelée pour des analyses en laboratoire. Laura Perard, toxicologue, déclare « On recrée en laboratoire ce que l'ours vit dans la nature face à la pollution, au stress. C'est une manière d'anticiper les effets à long terme sur sa santé. » La mission s'inscrit dans le programme ours du Svalbard, actif depuis 40 ans.
Cette saison, 53 ours ont été capturés, 17 colliers posés et de précieuses données enregistrées. Avec la fonte des glaces, les ours passent plus de temps sur la terre, chassant désormais des rennes ou des œufs d'oiseaux. Le réchauffement climatique modifie leur comportement et leur alimentation. John Ars, le chef d'expédition, affirme « Ils doivent s'adapter, ce n'est plus le même environnement qu'il y a 20 ans. Menacés hier par la chasse, aujourd'hui par le climat, les ours polaires sont devenus les sentinelles silencieuses d'un Arctique en mutation. » Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à très bientôt sur Télé Liban.